dit il faut combien. Donc je suis reparti dans mon bureau, j'ai fait quelques calculs et puis je dis ouais, je pense qu'avec 1 million on devrait pouvoir lancer un truc. Et là il me dit ok. Et il a fallu en toute transparence 7-8 ans avant qu'Exodata commence à gagner de l'argent, quoi. Je me souviens très bien de mes collaborateurs qui m'ont dit c'est ton projet Julien, donc démerdez-vous. Exodata, moi je le considère plus comme une aventure humaine qu'une aventure entrepreneuriale. Tu es fondateur président du groupe Exodata dans la tech, que tu as créé ici à La Réunion en 2012. Ça représente plus de 160 collaborateurs, une présence sur 3 continents et 9 territoires, un chiffre d'affaires qui a même dépassé les 16 millions d'euros en 2025. Moi, j'aimerais qu'on vienne aussi sur un sujet qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui qui est l'IA. Alors au départ, on m'a dit 150 au niveau de mes équipes, puis 300, et puis là on est 400. Clairement, en fait, on va se rapprocher du 1 million d'euros là dans les 24 prochains mois, quoi. Mon gars, t'as pas idée de ce que tu vas vivre, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit Julien Moras dans le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Donc, Julien a fondé Exodata, une entreprise qui est née à La Réunion, qu'il a développée sur plusieurs territoires, qui représente aujourd'hui plus de 160 collaborateurs. Avant qu'on commence, je voulais vous rappeler qu'on tourne un épisode par mois. Notre objectif, c'est de mettre en avant vraiment l'entrepreneuriat ultramarin, de mettre aussi en avant des parcours qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou d'entendre. On a remarqué que vous êtes plus de 80% aujourd'hui à nous écouter et pas être forcément abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous aide vraiment à la fois en termes d'impact et aussi ça nous aide à faire venir des invités d'exception comme Julien aujourd'hui. Et notre objectif, c'est vraiment de créer la plus grosse bibliothèque de contenu sur l'entrepreneuriat ultramarin de manière complètement gratuite, accessible à tous et sans limite de temps et d'espace. Donc, si vous avez une chose à faire pour nous soutenir, abonnez-vous. Et nous, en contrepartie, on s'engage à toujours essayer de donner le maximum pour vous apporter de la valeur, apporter des invités que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir et surtout vous aider dans votre écosystème et dans votre chemin entrepreneurial. Donc, on est parti tout de suite avec Julien. Julien, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour Clément. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, moi, j'ai regardé, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai regardé un peu les interviews qu'il y avait de toi. Tu t'exprimes assez peu sur ce format-là, tu vas raconter ton histoire, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie là de le faire et tu as accepté cette invitation ? On a un moment important dans l'histoire d'Exodata. Oui. Où ça fait à peu près 2 ans que j'essaye de relever un petit peu la tête après une grosse période de croissance et que j'ai même qualifié de pionnière en fait, où on a fait beaucoup de développement. Je lève un petit peu la tête, je regarde un petit peu dans le rétroviseur, l'idée étant de construire ensuite la continuité de l'histoire d'Exodata. Et c'est vrai que je me suis dit, on n'a jamais valorisé l'histoire d'Exodata. Alors c'est moi qui suis mis sous les projecteurs aujourd'hui, mais c'est un collectif, c'est un ensemble de personnes. Et je me dis, c'est quand même chouette aussi de raconter notre histoire, déjà pour la faire connaître et puis peut-être aussi pour inspirer des entrepreneurs à suivre une trajectoire comme la nôtre, quoi. Ok, écoute, merci en tout cas d'avoir choisi le podcast pour le faire. Juste avant de rentrer dans ton parcours et ton histoire, je vais résumer quand même quelques clés de ce que tu as fait et de ce qu'on va évoquer ensemble. Alors, tu me corrigeras après si j'ai dit une bêtise, mais aujourd'hui, tu es fondateur président du groupe Exodata, un groupe dans la tech que tu as créé ici à La Réunion en 2012. Aujourd'hui, ça représente plus de 160 collaborateurs, une présence sur 3 continents et 9 territoires, un chiffre d'affaires qui avoisine les 16 millions d'euros, enfin qui a même dépassé les 16 millions d'euros en 2025. Tu es aussi investisseur, ça on le sait un peu moins. À La Réunion, tu détiens notamment une part importante de Microstore, le revendeur agréé qui revend le matériel Apple. On va parler de tout ça, mais ce qui rend aussi cet épisode encore plus particulier, c'est que vous venez tout juste là d'annoncer le lancement d'un projet qui a quand même pas mal d'impact et qui est un peu dans l'air du temps. On va revenir dessus et c'est un projet qui concrètement va changer la donne aussi pour les entreprises locales dans les territoires ultramarins. Donc avant de revenir sur tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Déjà, sur ce résumé, est-ce qu'on est plutôt au clair sur ça ? Je voudrais quand même apporter une précision parce que tu dis je suis fondateur. Alors, c'est vrai en partie. Je suis cofondateur parce que je n'étais pas tout seul au démarrage de l'aventure. On était quand même plusieurs à collaborer pour lancer cette belle histoire, quoi. Tout à fait. De toute façon, on va revenir là-dessus. Juste avant de rentrer dans le détail de comment tu as créé Exodata, etc., est-ce que toi, tu es arrivé à La Réunion en 2002 ?
À la base, tu étais venu pour faire un stage. Est-ce que tu peux me raconter un peu, Julien, qui vient de Nîmes, qui descend de l'avion, c'était quoi ton objectif, toi, en arrivant à La Réunion? Qu'est-ce que tu voulais faire? Déjà, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, effectivement, j'ai passé toute mon enfance à Nîmes et puis j'ai fait mon école d'ingénieur à Montpellier. Et dans le cadre de mes études, en deuxième année d'école d'ingénieur, on doit faire un stage. Ok. Et à l'époque, on avait entendu parler que la promo précédente, plusieurs étaient partis à La Réunion. Ok. Parce que la chambre de commerce avait noué un partenariat avec le réseau d'écoles dans laquelle on était. Et il y avait des opportunités du coup de faire un stage à La Réunion. J'avoue qu'en toute transparence, ce qui m'a motivé, c'était d'abord partir avec une bande de potes dans un endroit que je ne connaissais pas, à l'autre bout du monde. J'avais jamais l'occasion de faire un vol long courrier. Ok. Et donc là, c'était vraiment au départ partir à la découverte avec une bande de copains. On était 6, on a fait une coloc. Et j'étais loin d'imaginer la suite de l'histoire, quoi. Donc ça a été le point de démarrage, quoi. Et là, quand tu arrives à La Réunion, toi, tu avais déjà ton stage dans le groupe, Austral Assistance, ou comment ça s'est passé? Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que c'est un peu un concours de circonstances et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a beaucoup nourri dans la suite de mon histoire et celle d'entrepreneur. C'est qu'on a été plusieurs à postuler, donc dans mes camarades, à différentes offres de stage. Et quasiment tous, on avait postulé chez Groupe Austral Assistance. D'accord. Et le patron de cette boîte, Philippe Bellard, fait passer un entretien à tous mes camarades, mais sauf moi. Et moi, j'avais un peu les boules, en me disant mon CV doit être nul, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai osé relancer en disant j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas passé d'entretien. Qu'est-ce que mon CV n'a pas de bien. Et donc, il m'a donné une chance, sachant qu'il avait déjà sélectionné 2 de mes camarades de promo. D'accord. Et finalement, le feeling est bien passé. Et il a bataillé pour avoir un troisième poste de stage avec la chambre de commerce de La Réunion. Et voilà, un peu sur le coup du hasard, j'ai été pris un peu en mode last minute. Et donc, je suis parti avec mes amis et j'ai débarqué à La Réunion et c'est Philippe Bellard qui m'a accueilli, quoi. Ah ouais, c'est quand même le coup de téléphone qui va changer beaucoup de choses dans le reste du parcours. Comme quoi, des fois, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Tu faisais quoi là chez Groupe Austral Assistance? Tu t'es intégré en tant que quoi? En fait, à l'époque, cette boîte-là était toute petite. Ouais. C'était 8 personnes dans un appartement au Chaudron. Ok. L'activité avait démarré depuis pas très longtemps. Elle était très peu informatisée. Et donc, moi, j'ai fait une école d'ingénieur avec une spécialité dans le développement informatique. D'accord. Et Groupe Austral Assistance, à l'époque, avait une activité assez sensible et critique de gérer les évacuations sanitaires privées de l'océan Indien. Et cette activité-là n'était gérée que sur du papier, quoi. D'accord. Donc, mon stage était d'informatiser en fait cette activité-là. D'accord. L'activité médicale en fait de rapatriement sanitaire. Donc, au bout de 2 mois et demi, j'ai sorti un logiciel Que tu as développé. Que j'ai développé. J'ai fait la dire. conception. C'était sur des systèmes Oracle. Ouais, pour ceux à qui ça parle. Et je suis parti après 2 mois et demi et l'application était en prod et cet outil-là a été utilisé pendant une quinzaine d'années après chez Groupe Austral Assistance. Ok. Tu vois, quand on préparait l'épisode, tu nous disais aussi que Philippe Bellard, il a joué un rôle clé. On va le voir dans la suite, mais tu as notamment, toi, été ensuite DSI. Enfin, tu as eu tout un parcours pour arriver jusqu'à DSI. Est-ce que tu peux nous dire, tu vois, ça a été quoi les points clés pour passer de stagiaire à DSI de la boîte, quoi? Ça s'est fait en combien de temps? C'est quoi qui a fait que tu as réussi à ouvrir ces portes-là? Il y a eu une succession en fait de choses. Déjà, la première, c'était que j'étais en 2e année. Donc, j'ai fait un stage de 2 mois et demi et je suis retourné à Montpellier parce qu'il fallait que je fasse ma dernière année d'études. Donc, il y a eu un moment clé, c'est que Philippe Bellard, un jour, me rappelle en me disant je suis à Montpellier, est-ce qu'on pourrait discuter Je pensais qu'il était à Montpellier parce qu'il avait des affaires à faire. C'est un peu ce qu'il avait invoqué. En fait, pas du tout. En fait, il était vraiment venu me voir parce qu'il s'était rendu compte que ce que j'avais fait en 2 mois et demi, en fait, pouvait bouleverser son entreprise et lui permettre, en fait, de nourrir des ambitions de développement. Et lors de cette rencontre, il me propose de me reprendre en stage pendant 6 mois et de me faire un CDD par la suite. Et son idée étant d'informatiser en fait l'ensemble de son activité et après la dupliquer sur l'ensemble de l'outre-mer français
parce qu'il avait des sollicitations et il s'est dit sans l'informatique, ça serait impossible, quoi. Donc la première phase, voilà, c'est cette prolongation en fait du contrat. Et donc moi je me retrouve chez Groupe Austral Assistance, de nouveau stagiaire. Ouais. Et un de mes premiers enjeux, comme on n'avait pas de moyens à l'époque, c'était moi-même recruter en fait une équipe de stagiaires, quoi. D'accord. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai pas encore commencé à bosser, que je me suis retrouvé à faire du management. Okay. Et j'ai recruté une équipe de 5 personnes en fait, qui sont venues en stage, dont 2 qui étaient de la promo juste dernier mois à Montpellier et qui sont aujourd'hui toujours dans la boîte, 25 ans après. Incroyable. Et qui travaillent toujours chez Groupe Austral Assistance. Donc ça, ouais, ça a été des moments clés. Et un autre point qui a été aussi déterminant en fait, dans mon apprentissage et dans ma... Enfin, 2 points qui ont été déterminants en fait, dans la suite de l'histoire. La première, c'est que Philippe Bellard m'a donné libre champ. Il est médecin de formation, donc l'informatique, en fait, ça ne lui parlait pas du tout. Okay. J'avais pas de moyens, donc on est allé composer toutes nos solutions et tout ce que l'on a construit et développé en mode open source. Donc il a fallu beaucoup se documenter, beaucoup se former. Okay. Et puis l'autre volet qui a été un peu la découverte pour moi, c'est que pour pouvoir faire du développement, moi ma mission c'était de structurer l'informatique, mais il fallait aussi faire du développement commercial, quoi. Et en fait Philippe Bellard m'a pris sous son aile et j'ai commencé à faire du business avec lui. Parce que c'était une nouvelle offre que vous aviez lancée ou bien Non, c'est qu'on avait peu de clients et ce que l'on faisait en fait pouvait se généraliser à plein d'autres clients et d'autres territoires. Ok. Et donc, sachant que les clients principaux étaient basés à Paris, donc j'ai commencé à voyager à Paris, à me confronter à des grands donneurs d'ordre. Donc moi, tout petit stagiaire informaticien. Là, t'avais quel âge là, à ce moment-là ? Là, c'était en 2003, donc j'avais 24 ans, quoi. Ah ouais, ok. 24 ans, et au bout d'1 an, Philippe Bellard a l'idée en fait d'ouvrir les Antilles. Et donc là, j'ai ma première expérience en fait d'ouverture d'un nouveau territoire, d'un nouveau bureau. Et puis c'est là qu'en fait, entre guillemets, j'ai commencé à faire cet apprentissage des territoires ultramarins, de découvrir la spécificité de chacun des territoires, et puis de commencer à aller sur des usages informatiques multi-territoires, multi-fuseaux horaires, interconnexion, voix sur IP, réseau privé, et puis sécurisation de l'informatique, gestion des postes de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette activité-là, elle est critique. On parlait d'évacuation sanitaire, et on tourne autour des métiers de l'assistance. Tu peux nous donner un exemple, tu vois, de ce que la boîte faisait, tu vois, un cas d'usage client? Les 2 plus gros... en termes de volumétrie ou d'amplitude, en fait, en termes de complexité, ça allait du simple remorquage automobile dans les cadres des contrats d'assurance que tu peux avoir, donc un numéro de téléphone quand tu tombes en panne, voilà, 24 heures. Dépannage, quoi. Voilà, dépannage, jusqu'à aller chercher quelqu'un à Madagascar en avion privé et médicalisé parce qu'il y a un enjeu vital et qu'il faut rapatrier sur la Réunion, quoi. D'accord, ok. Voilà un peu les différents enjeux. Et donc, voilà, petit à petit, Philippe Bellard m'a pris sous son aile, et donc j'ai aussi bien fait de la technique, du projet, du dev, de l'infrastructure, du réseau, que du développement commercial et de la découverte de nouveaux territoires, et puis de voyager aussi, parce que c'était aussi assez nouveau pour moi, sur des longues distances, parce que pour aller aux Antilles, il faut passer par Paris, quoi. Ouais. Alors, on voit un petit peu ce qui a construit un peu le socle de ce qu'est Exodata aujourd'hui. Tu dirais que, tu vois, ce passage chez Groupe Austral Assistance, déjà, ça a duré combien de temps ? J'ai travaillé pendant une grosse quinzaine d'années. Ok. Chez Groupe Austral, alors on dit GA. On sera plus simple. Chez GA, j'ai fait une grosse quinzaine d'années, sachant qu'après le démarrage d'Exodata, pendant plusieurs années, j'ai fait les 2. Ok. Donc j'étais DSI d'un côté, et puis pionnier d'Exodata de l'autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit compliqué de gérer les 2. Ok, et là, du coup, quand tu arrives au bout du parcours GA, tu vois, vous êtes passé de quoi à quoi quand tu es parti en termes, tu vois, de chiffres, mais de points clés qu'on pourrait ressortir, ça serait quoi ? Chez GA, un bureau dans un appartement de 8 personnes. Au moment où j'ai commencé à me consacrer un peu plus à Exodata, c'était 8 bureaux et à peu près 200 personnes, quoi. Ah oui, donc en fait, tu as vécu vraiment un peu ce qu'on verrait en croissance un peu de start-up aujourd'hui. Ça, tu l'as vraiment vécu, et pendant
15 ans, tu as accompagné ça. Et donc, du coup, tu étais un peu son bras droit aussi, j'imagine, sur la boîte après? Ouais, tout à fait. On a même été deux, en fait, à être propulsés, on va dire, autour de Philippe Bellard. Moi, sur les côtés un peu plus techniques, et puis co-commercialisation avec une autre personne qui, lui, était plus en charge des opérations et qui est devenu aujourd'hui le directeur général de GA. Et à l'époque, quand moi, j'étais stagiaire, lui, c'était son job d'étudiant et il répondait au téléphone, quoi. Je comprends. Et il faisait partie des fameux 8 du départ que j'évoquais tout à l'heure. Incroyable. Tu dirais que, tu vois, je trouve qu'il y a quand même une vision à avoir tu vois, de la part d'un dirigeant pour dire, OK, je vais miser sur ces gens-là. Toi, est-ce que tu as identifié et est-ce que tu arrives à reproduire ce comportement de dire comment tu identifies des key people dans une boîte sur lesquels tu peux miser? Alors, ça peut marcher ou pas, mais est-ce que tu vois, il y a des critères un peu clés que toi, tu as ressortis, que tu essaies aussi ou que tu appliques même au quotidien aujourd'hui chez Exodata pour identifier, tu vois, tes personnes fortes dans une boîte comme ça? Clairement, en fait. Enfin, il n'y a pas de scalabilité, en fait, si à un moment donné, tu t'entoures pas, en fait, de bonnes personnes. Et quand je dis des bonnes personnes, en fait, c'est aussi bien sur des compétences techniques. Ça, c'est un aspect, mais la chose la plus importante, en fait, pour moi, en fait, c'est les compétences humaines, quoi. C'est les soft skills. C'est la capacité à justement intégrer un collectif, pas la jouer solo, de l'humilité. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, est essentiel, en fait, dans le mode de fonctionnement qui existe toujours chez GA et que j'ai construit, en fait, chez Exodata. C'est d'aller chercher les experts, mais qui ont aussi le savoir-être, qui est pour moi en fait déterminant, quoi. Et le plus important, et sur quoi je capitalise le plus chez Exodata, quoi. Je dis souvent, quand on a un recrutement, je préfère me passer de l'hyper-expert si derrière il va être incapable de travailler dans un collectif, quoi. Et à l'inverse, en fait, quelqu'un qui a des compétences peut-être un peu plus limitées, mais qui a des vraies qualités humaines, ça c'est quelqu'un sur lequel je vais capitaliser et puis avoir la faculté aussi de la faire progresser sur les aspects technique par la suite, quoi. Ok, hyper intéressant. Et du coup, on arrive un peu, tu vois, au switch. Ce qui est assez original, intéressant aussi, c'est que toi, à un moment donné, tu dis, je veux aller monter une boîte. Et donc, tu vas en parler justement à ton fameux mentor et lui expliquer alors comment se passe cette discussion de dire, je veux quitter la boîte et je vais monter ma boîte à côté, parce que la résultante, c'est qu'il devient aussi associé de la boîte que tu vas monter, donc Exodata. Est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, cette discussion précisément? Ouais, en fait, il y a eu tout un cheminement de pensée, quoi. On a fait beaucoup de croissance chez GA et sur des activités avec des gros fuseaux horaires, des gros décalages horaires. Et des activités qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc petit à petit, moi aussi, je devenais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'avais mené une réflexion déjà de me dire comment réduire ma charge, comment avoir des partenaires de proximité qui pourraient m'accompagner dans ma mission de DSI chez GA pour faire en sorte que moi, je puisse ne pas être sollicité les nuits et les week-ends. Quoi. Et à l'époque, il y avait l'émergence du cloud, il y a une petite quinzaine d'années. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que le cloud pourrait m'aider dans ma stratégie SI chez GA et passer d'une culture de faire à une culture de faire, quoi. Donc externaliser ce qui avait moins de valeur ajoutée, mais qui restait critique. Et c'est là où moi j'ai commencé à sonder le marché et je me suis rendu compte, parce que c'est aussi ça mon apprentissage de 15 ans chez GA, c'est que j'ai découvert tout l'outre-mer français. J'y allais toutes les années, je travaillais avec tous les fournisseurs locaux, j'avais une bonne maîtrise des enjeux et des particularités de chacun des territoires. Et je voyais l'émergence du cloud à côté et je voyais que personne ne répondait à des enjeux de cloud de proximité, du cloud privé, quoi. Et c'est là où on était aussi un peu à la croisée des chemins chez GA. Il y avait eu beaucoup de croissance. Et puis, mon mentor m'avait déjà dit, tiens, s'il y a des relais de croissance, en fait, on pourrait les étudier, quoi. C'était plus des acquisitions de sociétés, de se dire, voilà, on avait un peu taylorisé et comment diversifier, en fait, l'envergure du groupe GA, quoi. Et puis un jour, je lui dis, je pense qu'il y a un domaine d'activité en fait qui est vierge. Je pense que c'est l'avenir. Les territoires ultramarins, personne sans souci, c'est en train d'émerger au niveau européen, au niveau mondial. Mais je pense qu'il y a une place à prendre, il y a une niche à saisir dans l'outre-mer français. Et je lui dis, je pense qu'il y a matière en fait à lancer une activité, quoi. Et en fait, sa réponse,
au lieu de me questionner sur le contenu et ce à quoi j'avais pensé, il m'a dit il faut combien. Alors là, moi, je me suis retrouvé un peu bête. En fait, je n'avais pas imaginé cette question-là. Donc, je suis reparti dans mon bureau. J'ai fait quelques calculs et puis je dis ouais, je pense qu'avec 1 million, on devrait pouvoir lancer un truc. Et là, il me dit ok. Et donc, c'est de là qu'est partie en fait l'aventure Exodata, où moi, j'avais l'idée, l'énergie. Lui, il avait la capacité de financement. Et puis, à l'époque aussi, j'avais rencontré des gens d'une société qui s'appelle OpenSphere, qui étaient des spécialistes de la cybersécurité et qui, eux, avaient aussi quelques réflexions sur la thématique. Et moi, je me suis dit, en fait, sans cybersécurité, se lancer dans ce domaine d'activité, c'était compliqué. Et donc, je les ai aussi associés. Et donc, ils sont rentrés aussi dans l'aventure au démarrage d'Exodata, quoi. Donc là, on est en 2012, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Okay. Alors, précisément, on va dire que cette fameuse discussion, c'est novembre 2011. Novembre 2011, et toi, tu t'écris les statuts quand de la boîte ? En mai 2012. Ouais, donc, c'est pas non plus... Il y a quand même pas un gros écart. Tout se fait de manière assez rapide, quoi. Ouais, et on a même démarré, en fait, avant même les statuts, la constitution de la société. Ouais. Et on a recruté notre premier collaborateur avant même d'avoir la société. Donc, on l'a fait porter par une des structures du groupe initialement, quoi. Là, les premières choses que tu fais, à partir du moment où tu vois, il te dit go, j'imagine que tu dois aussi gérer ton remplacement. Tu avais déjà quelqu'un, tu vois, en tête pour te... Non. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, pendant 5 ans, voire même peut-être 6, voire 7. Ah oui, tu faisais les deux, ouais. Ouais, je faisais les deux parce qu'en fait, tu lances Exodata. Exodata n'avait pas les moyens de se développer, de me rémunérer. Donc, j'ai fait les 2 jobs, en fait, pendant 5 ans. Et ce que j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, qui est une petite anecdote, c'est que moi, j'amène l'idée. Lui, il me dit finance. Il y a mes partenaires et amis d'OpenSphere qui disent nous, on veut bien de l'aventure parce qu'on a de quoi amener. Et ce qui était assez rigolo, c'est que j'avais pas imaginé, moi, être le patron en fait, de cette boîte. C'est eux qui, collectivement, ont dit ça sera toi, Julien, qui sera le président de la boîte, quoi. Okay. Désigné volontaire. Voilà, désigné volontaire. Donc là, je suis pas peu fier, tu vois, de me dire ok, je vais endosser le truc, mais moi, je considérais que j'étais un technicien et un ingénieur en informatique et que mon rôle, c'était de faire une DSI et d'avoir un volet technique, quoi. Ce que j'avais pas imaginé, en fait, c'était tout le volet entrepreneur, business, qui finalement était même bien plus prépondérant chez moi que le volet technique, quoi. Ouais, tu t'es découvert un peu aussi ce trait de caractère-là, cette appétence aussi sur la partie business développement à ce moment-là ? Ouais, business développement et management. Et dans mon parcours aussi, il y a eu un déclic. C'était en 2007 ou 2008. Je suis un parcours de l'ESSEC. Ok. Donc, je suis jeune ingénieur informaticien. Et j'ai toujours aimé un peu me mettre un peu en difficulté, me former. Je me forme tous les mois encore. Je fais partie de l'APM à La Réunion. L'APM, c'est l'Association pour le progrès des managers. Okay. Donc une fois par mois, je suis réuni avec d'autres dirigeants de l'île et on est formé sur une thématique, un sujet, développement personnel ou ouverture d'esprit sur des enjeux divers et variés. Et je suis ce cursus-là de management à l'ESSEC. En cours du soir, quoi. Et je me retrouve qu'avec des dirigeants d'entreprise, quoi, qui dirigeaient tous des grosses boîtes à La Réunion. Et moi, je suis le jeune ingénieur avec un peu le syndrome de l'imposteur en me disant mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, je me suis, je pense, révélé, en fait, et c'est là où j'ai pris conscience et confiance, en fait, dans d'autres compétences que celles que je pensais étaient mes seules compétences, à savoir les aspects techniques. Donc, j'ai développé tout ce qui était ressources humaines, management, finance, gestion de projet. Et en fait, je finis major de promo, donc devant tous ces dirigeants d'entreprise. Et là, je me dis, ah ouais, peut-être qu'en fait, ça peut me plaire de gérer une entreprise. Et j'ai toujours eu en fait cette ligne de conduite quand j'étais chez GA, de se dire qu'en fait, l'IT, l'informatique, c'est pas une finalité en soi, en fait. C'est un moyen pour aller développer du business, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a été un élément déterminant chez Exodata et qui a une force, c'est de se dire que voilà, je ne vais pas vendre de la technique, je vais vendre en fait des outils, des usages qui font que les clients vont pouvoir se reposer dessus pour se concentrer sur leur business ou accélérer le développement de leur business, quoi. Et tu vois, typiquement, là, donc tu dis, voilà, tu lances Exodata avec toi à la tête, tu développes aussi ces compétences-là sur la partie BizDev, management, etc.
Comment tu fais pour avoir ton premier client? Tu vois, c'est quoi les actions entre, OK, on a une idée, on a envie de lancer une boîte. Est-ce que ça va très vite? Est-ce que ça prend du temps? Comment toi, tu adresses ce sujet-là au début, avec ta casquette aussi un peu d'ingénieur, sans forcément avoir tu vois, la confiance de dire, je suis un business développeur, quoi. Ouais, en fait, quand j'étais DSI chez GA, dans nos clients, essentiellement dans le domaine automobile et de l'assurance, on mettait beaucoup en avant nos compétences technologiques, quoi. D'accord. Et moi, je faisais beaucoup de démos de tous les outils qu'on avait développés. Ça, c'était un différenciant aussi, j'imagine, par rapport au marché. Et ça montrait en fait justement cette avance technologique que l'on avait. Ouais. Et donc, c'était un peu notre fierté et notre vitrine. Donc, du coup, en plus, moi, j'alliais les deux parce qu'en fait, je présentais mon outil technique que je développais et que j'avais développé moi-même. Et puis, j'en faisais une présentation et j'essayais de le présenter commercialement, quoi. Et finalement, le premier client qu'on a eu, en fait, était dans le domaine de l'assurance. Pourquoi ? Parce que c'était du réseau affinitaire et des gens qui me connaissaient, mais avec ma casquette de DSI. Sachant que dans mon histoire de DSI chez GA aussi, à plusieurs reprises, des clients de GA nous demandaient si on était en capacité de développer des outils ou de... Ok, donc il y avait déjà ces tendances un peu de marché, ces signaux un peu faibles. Ouais, pour et dire, puis même, on avait commencé à le faire un petit peu en mode incubation et finalement, j'avais commencé un peu à expérimenter, à faire des produits et des services pour des clients. Ouais. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu cette culture de commercialisation en fait, d'une offre technique, quoi. Justement, sur Exodata, comment tu présentes aujourd'hui Exodata? Alors, on va prendre deux personas, quelqu'un qui est tech, tu vois, ingénieur informatique et ça, et quelqu'un qui est non-tech. Tu vois, comment t'expliques Exodata, ces deux types de personas? Sur le volet technique, l'idée c'est vraiment en fait qu'on est partenaire en fait de la DSI, quoi. Ok. Souvent, au préalable, en fait, quand on allait voir les directions informatiques, ils nous voyaient comme un concurrent. Genre, on va leur piquer en fait leur boulot parce qu'on va externaliser en fait certaines de leurs activités dans des data centers et on va leur piquer une partie de leur job, quoi. Et en fait, on a vraiment orienté la chose en se disant, on est votre partenaire du quotidien, on va te soulager en fait dans ton quotidien et on va faire du sur-mesure pour venir compléter ton organisation pour que toi, tu sois au service du business et de ta direction générale et des enjeux de l'entreprise, quoi. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est quoi les trous dans la raquette en fait, dans ton système d'information, dans ton quotidien d'exploitant informaticien. Qu'est-ce qui est chronophage chez toi? Et nous, en fait, on va s'adapter, on va construire une offre sur mesure, lui permettant de pouvoir se concentrer sur les usages, les utilisateurs, les projets et tout ce qui est infrastructure, cybersécurité, tout ce qui nécessite de la haute disponibilité, de te dire, tu sais quoi, en fait, on va s'en occuper pour toi. Et on va bien le faire parce qu'on va avoir des moyens, une organisation que tu auras du mal à voir toi-même en interne, quoi. Tu n'as pas une extension finalement de la DSI, quoi. Le bras armé. Ouais. Ok. Le bras armé, pour un patron, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Et de se dire que des fois, il peut y avoir des organisations informatiques où en fait, les informaticiens ont un peu le pouvoir dans la boîte. Donc j'ai eu pas mal de patrons amis qui nous ont fait confiance pour un peu apporter une forme d'équilibrage en fait dans la gouvernance en fait de l'IT, quoi. Donc ça, c'est un premier regard de certains patrons. D'autres patrons vont vraiment nous voir comme une capacité d'accélérer en fait leur transformation numérique en se disant qu'ils ont leurs équipes qui connaissent bien le métier, qui vont s'orienter et se concentrer en fait sur le projet. Et que nous, on va être un facilitateur pour... Il y a une variable d'ajustement aussi, parce qu'en fait, c'est de la prestation de service. Donc, tu vas aller plus vite, tu injectes plus de budget, tu veux ralentir ou c'est un peu plus dur, tu mets un peu moins de budget. Mais voilà, vraiment un accélérateur de la transformation et du développement des boîtes. Et puis, il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui est plus récent, en fait, on va dire qui date de 5-6 ans, l'approche par les risques. De se dire qu'en fait, en ayant un prestataire qui va sécuriser les données, il aura peut-être plus de moyens, les certifications, les infrastructures, les équipes pour assurer en fait cette haute disponibilité et finalement réduire le risque de se faire cyberattaquer, parce qu'aujourd'hui il y a une telle dépendance des entreprises à leur système d'information que de se dire j'ai un super partenaire qui me coûte, mais finalement c'est un peu une assurance de se dire il va me garantir en fait la disponibilité et de mes données, quoi. Ouais, bien sûr. Sur ce sujet-là, donc pour nos auditeurs, tu vois, parce que je voudrais que tout le monde comprenne bien, tu vois, c'est quoi votre métier. Donc là, on a compris, tu vois, la problématique à laquelle tu réponds, donc à la fois pour les DSI et pour les patrons. Concrètement, ça se représente de manière tangible comment? Donc tout ce que tu proposes comme service, est-ce que c'est
des solutions logicielles, c'est des consultants, c'est un peu des deux. Tu vois comment vous opérez ça de manière pratico-pratique au quotidien? Alors, ce que je vais présenter là, c'était pas ce qui était prévu initialement, et c'est ça qui est aussi magique dans l'aventure entrepreneuriale. On va dire que le premier métier historique d'Exodata, et qui est aujourd'hui le plus gros encore chez Exodata, parce que c'est 50% de notre business, c'est ce qu'on appelle le cloud privé de proximité, quoi. Concrètement, c'est quoi? Ce sont des infrastructures qui se retrouvent, donc des serveurs, qui se retrouvent dans un data center, et dans lequel on va mettre toute une offre de services permettant aux entreprises d'externaliser tout ou partie de leur système d'information, quoi. Ça peut être simplement du pur backup externalisé. Donc l'entreprise garde son informatique chez elle, elle va juste mettre le backup chez nous, elle va juste poser quelques applications chez nous, et certains vont sortir toute leur informatique chez nous. Et nous, on garantit donc la disponibilité, la sécurité des données. Et en fait, c'est vraiment un engagement de full dispo, quoi. Okay. Donc ça, c'est le premier métier, le plus historique d'Exodata. Et en fait, petit à petit, dans l'histoire d'Exodata, on est monté en fait sur les couches du système d'information. Donc on a un pôle, on appelle ça un pôle chez nous, qui s'appelle Conseil et Apps. Donc là, on va avoir des consultants, j'appelle un peu mes ambassadeurs en fait, qui vont faire du schéma directeur informatique, de la gestion de projet, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'aide au choix d'outils. Donc là, c'est vraiment des consultants qui vont être à côté d'une direction ou d'un service d'une entreprise pour améliorer les process, l'organisation ou lancer de nouveaux projets d'informatisation. On a également les métiers de la data, dans lequel tu vas avoir de l'intégration de solutions, du développement applicatif ou de la BI, donc tout ce qui tourne autour de la statistique et du reporting. Et autour de toutes ces couches en fait, du système d'information, on va retrouver tous les métiers de la cybersécurité, quoi. Ok, donc tu as un peu une offre 360. Globalement, tu vois, peu importe la question que te posera un DSI ou un patron de boîte, tu as une réponse à apporter en face. C'est un peu ça que je comprends. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est pas ce que je voulais faire initialement, parce que des fois, on pourrait croire qu'on est jugé parti. Ouais. Mais en fait, cette évolution qui s'est faite dans l'histoire d'Exodata, elle a été faite à la demande des clients qui ont voulu un seul point de contact pour pouvoir être capable de pouvoir traiter toute la chaîne du système d'information. Ouais. Et puis pareil, quand mes consultants en fait, font des recommandations ou accompagnent les clients, ils connaissent le contexte insulaire et domien dans lequel on est. Donc les propositions qui sont faites sont très pragmatiques, quoi, parce qu'on sait que derrière, on est en capacité, nous ou nos confrères, de pouvoir délivrer les solutions qui sont préconisées sur chacun de nos territoires, quoi. Ah, parce que là aussi, un des gros éléments qui fait la différence aussi d'Exodata, c'est de se dire, vous êtes dans un contexte ultramarin. Tu vois, ça semble évident là quand on le dit, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas redit tu vois, là dans ton explication, mais c'est le côté, quand tu parles de proximité, c'est vraiment de dire, en gros, on connaît le contexte ultramarin avec toutes les contraintes et les challenges que ça représente, mais aussi tous les avantages. Et donc, c'est aussi ça. Donc, par exemple, tu vois, de dire, je vais héberger mes données dans un cloud chez Google, Amazon ou autre. C'est ça aussi qui fait la différence par rapport dans votre offre. C'est bien ça, hein? Ouais, ça a été vraiment le leitmotiv, en fait, de se dire, nous, on fait du cloud privé à côté des clients. Et pourquoi ? Parce que moi, je l'ai vécu en tant que DSI, en fait. Sur nos territoires, on est globalement connecté au monde du web via des câbles sous-marins. Ces câbles sous-marins ne sont pas forcément ultra nombreux, ils peuvent tomber en panne. Et puis il y a un phénomène en fait, physique auquel on ne réchappe pas, qui s'appelle la latence. La latence, c'est la durée que va mettre la donnée sur le transit et sur le câble sous-marin. Et donc aujourd'hui, les territoires ultramarins sont loin des gros hubs numériques dans lesquels tu vas retrouver de l'offre cloud publique, comme tu évoquais, type GCP, donc Google, Amazon ou Azure ou encore OVH. Dans certains cas d'usage, ces clouds publics peuvent fonctionner pour les applications. Par contre, dès que tu commences à toucher de la donnée critique ou que les applications sont sensibles à la latence, c'est là que nous, on devient pertinent, quoi. Et typiquement, là, sur ce sujet, ce positionnement du cloud privé, on avait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je vois aussi que tout ça évolue, mais toi, quand tu te lances, il y avait toutes les infrastructures qui existaient pour faire ça? Non, je rigole parce que on s'est lancé sur un nouveau territoire où je retrouve en fait les conditions de quand on a démarré il y a 15 ans. Parce que pour bien fonctionner, en fait, globalement,
il y a 3 composantes qu'en fait. Il faut des data centers à l'état de l'art, parce que la disponibilité des infrastructures que l'on met dans les data centers sont liées aux data centers. Derrière, il faut qu'il y ait un fibrage, ou du moins un maillage territorial important. Et le troisième élément, c'est les câbles sous-marins, quoi. Ça, c'est les 3 piliers en fait pour que le cloud et que le numérique en fait se développe. Et clairement, quand on a commencé il y a 15 ans, sur chacun des territoires, le degré de maturité était très bas, quoi. Et c'est ça en fait qui a fait aussi notre force, notre résilience et notre expertise. C'est quand on a démarré, je veux dire entre guillemets, en milieu hostile. Il n'y avait pas les bandes passantes que l'on a aujourd'hui. Tout n'était pas fibré. Le coût de la bande passante était très élevé. Il n'y avait pas de data center neutre aussi à La Réunion, hein. Aujourd'hui, on a Omega One. Ça fait 1 an et demi ou moins de 2 ans en tout cas. C'est le premier data center neutre de l'île. Donc au départ, il a fallu aller voir les opérateurs télécoms en leur disant vous pouvez pas me prêter une baie à l'intérieur parce que je vais mettre des serveurs et je veux lancer mon offre cloud. Aujourd'hui, on est encore dans un hôpital dans l'est de l'île. On est à l'université aussi de la Réunion. Enfin voilà, il a fallu composer avec se tout débrouiller ça. aussi avec ce qui existe et se dire imaginer des solutions que tu n'aurais pas eu, des contraintes que tu n'aurais pas eu si tu avais fait la même chose en métropole. Pas du tout. Quand je discute avec mes confrères nationaux qui sont plus grands que nous et que je leur parle des enjeux des câbles sous-marins, ils me disent mais de quoi tu parles en fait? En fait, nous, c'est essentiel, quoi. Pas de câble sous-marin, pas de cordon ombilical qui nous relie à Internet, quoi. Tu t'étais fixé quoi comme objectif à année 1 et tu vois, comment, tu vois, la courbe de croissance en termes de CA et d'acquisition client, ça représente quoi sur les premières années? On est parti de 0 en 2012 et quand moi je me suis lancé, c'était ma première aventure entrepreneuriale, je me suis dit si un jour on atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec une dizaine de personnes, je serais plus heureux, quoi. Je serais plus heureux et je crois que ça on l'a fait en 8, 10 ou enfin en tout cas moins de 12 mois, quoi. Et après on se dit waouh, c'est quoi la suite, quoi. Et ça, tu l'expliques comment, ça, Julien, le fait que tu vois, tu as fait 1 million alors que c'est pas ce que tu avais projeté? Est-ce que c'est que tu avais peut-être pas vu ou bien peut-être sous-estimé le marché? Je sais pas si c'est sous-estimé, c'est le bon mot, mais en tout cas, tu vois, tu n'avais pas cette perception-là du marché, ou est-ce que tu as un élément qui fait que ça a été accélérateur plus rapidement que prévu dans ton business plan? Il y a plusieurs éléments. Le premier, parce qu'on n'avait pas encore idée en fait de ce qu'on était en train de créer, je me suis dit en fait on va aller adresser la TPE, donc la toute petite entreprise, et je me suis vite rendu compte que je m'étais planté en fait et que on était plutôt organisé et structuré, et notre offre et notre proposition de valeur était orientée grande entreprise. Grande entreprise, je m'entends sur les territoires ultramarins. Ce qui fait qu'en termes de panier moyen et de grosseur de dossier, en fait, le curseur n'était pas du tout au même endroit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est territorial. Assez rapidement, quand j'ai lancé les activités à La Réunion, je continuais à faire mon job de DSI de GA, donc j'allais encore sur les autres territoires ultramarins. Et aux Antilles, ça s'est très vite su en fait, qu'on avait lancé cette offre-là. Et très rapidement, on m'a dit « Ouais, ce que tu fais à La Réunion, c'est intéressant. Est-ce que tu veux pas le lancer aux Antilles et nous, on sera les premiers clients, quoi. » Et en fait, on a eu ce segment client en fait, qui était plus important que ce qu'on imaginait. Et puis, on a eu tout de suite, au bout de 6 mois, en fait, j'ai ouvert la première filiale aux Antilles, quoi. Donc, tout de suite, il y a eu de l'expansion entre guillemets territoriale. Donc, on a eu tout de suite en fait, une accélération qui n'était pas celle qu'on avait imaginée au départ. Et puis après, ça s'est emballé, en fait. Et toi, comment t'encaisses ça, tu vois, à ce moment-là, à titre perso? Parce que là, tu dis quand même que tu es sur un job de DSI qui n'est pas, tu vois, sans responsabilité. Tu montes une boîte qui se développe, tu vois, plus rapidement que prévu dans plusieurs territoires. Comment toi, tu gères ça pour réussir à être sur tous les fronts, quoi? Bien. Bien. Déjà, j'étais plus jeune, donc quand tu es pionnier, quand tu développes, et puis on avait un collectif, et moi, j'adore bosser. Et bosser en plus dans la bonne humeur. Donc, c'est de se dire, voilà, on porte un projet, une ambition. Et quand tu es dans les phases pionnières, en fait, tu comptes pas, quoi. Tu comptes pas les heures. Tu n'es pas là de savoir si tu gagnes de l'argent, pas gagner de l'argent. En fait, tu te dis, en fait, j'ai une vocation, je me suis lancé dans le truc, je suis déterminé. Et coûte que coûte, j'avance. Et puis, il y a des irrégularités. Et puis, voilà, en pleine tempête, hein, en plein océan, il faut barrer à gauche, barrer à droite. En fait, ça a été un peu ça. Mais le truc, c'est on avance, quoi. On avance. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, le collectif et l'humain, quoi. Et moi, j'adore bosser en équipe.
Et j'adore bosser avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, tout ça, ça démultiplie aussi les forces. C'est une aventure aussi plus humaine. Je peux même te le dire. Exodata, moi, je le considère plus comme une aventure humaine qu'une aventure entrepreneuriale. Ouais, on a les chiffres, hein, tu les as cités, ils sont chouettes et c'est que le début. Parce qu'on a des grosses ambitions à continuer notre développement. Mais avant tout, moi, ce que je retiens de plus important, c'est les gens qui m'entourent. Hein. Le nombre de personnes qui sont là depuis le début de l'aventure est incroyable, quoi. Et justement, sur cet aspect, tu vois, humain, comment tu fais, comment vous faites, parce que j'imagine que c'est aussi, c'est un travail d'équipe, hein, mais tu vois, le fait d'être sur autant de territoires, comment tu gères la complexité humaine que ça représente en termes, tu vois, d'attractivité, en termes de management, comment vous êtes organisé pour réussir à faire ça, tu vois? Il y a eu plusieurs phases. Aujourd'hui, j'ai la recette, mais il a fallu expérimenter. Parce qu'une de mes craintes, en fait, c'est de se dire on porte sur tous ces territoires le même logo, une même offre de service. Par contre, une culture et une manière de faire qui est complètement différente, quoi. Et clairement, en fait, au départ, j'avais des petits sites et que j'ai qualifié à un moment donné de village gaulois, en fait. J'avais plein de petits territoires. Et moi, ça me mettait mal à l'aise, en fait, parce qu'on ne partageait pas tout à fait le même ADN. Okay. Et en fait, progressivement, et puis j'ai eu quelques recrutements clés aussi qui m'ont aidé à structurer les choses. On a visé la certification, notamment ISO 9001, et qui nous a permis de mettre en place des process, une organisation, des outils, et puis assez rapidement, en fait, à travailler sur quelque chose que l'on cultive, qui est extrêmement important, en fait, qui est la marque employeur, quoi. Okay. Et de se dire que OK, on a cette complexité d'avoir des petites équipes, des gros décalages horaires, des grandes distances, mais comment est-ce qu'on cultive la même volonté de bien faire, le même ADN et aujourd'hui, malgré la croissance, en fait, c'est notre élément le plus fort, quoi. Souvent, je dis à mes équipes, parce qu'on a des nouveaux entrants sur nos territoires, et qui essayent de faire un peu la même chose que nous, du multi-territoire, et puis développer le concept qui, moi, me tient à cœur, là, que j'évoque depuis très longtemps, le Follow the Sun. Donc l'activité en continu où le soleil ne se couche jamais chez Exodata. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas imaginé en fait au départ. C'est qu'en lançant nos activités à La Réunion, puis en étant aux Antilles, puis dans le Pacifique, je me suis rendu compte qu'il y avait des décalages horaires en fait parfaits, où on pouvait en fait avec un système de roulement avoir une continuité d'activité par des équipes toujours présentes et réveillées, quoi. Donc là concrètement, le Follow the Sun, on dit que le soleil ne se couche jamais chez nous. C'est qu'on a toujours des collaborateurs derrière leur écran réveillés avec le soleil, parce qu'on n'est que dans les territoires ultramarins où le soleil brille. Et donc, on fait ces systèmes d'activité continue, quoi. Et au départ, je le faisais que entre les Outre-mer, en me disant j'ai des infrastructures, des data centers, et puis je me repose sur les équipes qui sont localisées un petit peu partout pour faire cette activité du 3-8, hein, comme on retrouve dans le milieu de l'industrie. C'est quoi, c'est plus sur le service de support, du coup ? Ouais, de support, d'exploitation, voire même de mise à jour, en fait. Parce que dans nos métiers, on fait beaucoup de mise à jour, on appelle ça de patching. Mais en fait, il fait toujours nuit quelque part et jour quelque part. Donc ça veut dire les équipes d'ailleurs peuvent patcher des opérations de maintenance. Voilà, quoi. Et donc ça a été notre marque de fabrique et qui aujourd'hui est un vrai pilier de développement pour Exodata et pour lequel on a des grosses ambitions au niveau national parce que ça nous rend complètement atypiques, quoi. Parce que pour un client, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe à quel moment tu tapes à la porte, si tu as un souci, il y aura toujours quelqu'un qui va répondre. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Et réveillé. Parce qu'en fait, souvent dans les organisations... des fois, tu as des astreintes. C'est de l'astreinte. Des astreintes et c'est vrai donc que déjà, l'astreinte, il faut que la personne, elle décroche. Quand elle décroche, elle est dans le coltard. Elle est toute seule. C'est un peu glauque, quoi. Et nous, on a développé ce concept, en fait, au travers de nos process et nos outils, quoi. Et donc, pour revenir, en fait, sur un des piliers des fondamentaux de Exodata, on a développé, il y a quelques années, cette marque employeur qui s'appelle, alors c'est assez proche de Follow the Sun, mais c'est Happy to Follow You. Donc où vraiment on accompagne en fait nos collaborateurs dans leur parcours de vie professionnel sur chacun de nos territoires. Et donc on a mis beaucoup d'énergie en fait à développer cette culture d'entreprise en mettant en fait les mêmes standards partout, en faisant un tout, en développant beaucoup la communication interne et à le cultiver. C'est ça qui est extrêmement important. Donc beaucoup d'énergie. Mais c'est ce qui aujourd'hui soude les équipes entre elles. Il y a des gens qui travaillent quotidiennement ensemble et qui ne se voient jamais à part derrière un écran. Parce qu'ils sont sur des territoires et ils n'auront jamais l'occasion en fait, de voyager les uns les autres sur l'ensemble des territoires, quoi. Et moi, c'est une de mes missions chez Exodata en tant que
que président de ce groupe, de m'assurer aussi, donc je vais sur chacun des territoires chaque année pour m'assurer que cette culture d'entreprise, elle est bien diffuse, que quand je vais chez des clients et nos clients, ils ressentent la même chose et le même sentiment en fait qualitatif, parce que ça c'est notre devoir en fait, c'est notre devoir de technicien, mais aussi la manière dont on le fait, et ça c'est le savoir-être et c'est la culture d'entreprise qui nous permet de l'instaurer, quoi. Et typiquement, tu vois, moi j'ai été consultant, hein, donc demain je pourrais postuler chez Exodata. Tu vois, c'est quoi cette marque employeur que vous avez développée? Pour moi qui viens ou qui me pose la question de postuler chez Exodata de manière très tangible au quotidien, qu'est-ce que ça change pour moi? Tu vois, quel est l'impact que ça va avoir dans mon quotidien? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner sur, bah voilà, on a mis ça en place et voilà ce que ça voudrait dire pour Marie, pour Jean et ça. Voilà comment ça s'est représenté de manière très concrète. Déjà, c'est le parcours d'intégration, quoi. On a un parcours qui est processé et dans lequel la personne, quand elle va arriver au bureau, elle va avoir déjà son matériel informatique. Ça peut paraître banal, mais en fait, il arrive souvent que des gens arrivent dans une entreprise et qu'ils n'aient pas encore leur poste de travail. Et ils vont suivre tout un parcours d'intégration qui va passer du manager direct jusqu'au top management, dans lequel on va aller raconter l'histoire d'Exodata. Moi, je vais avoir un message d'accueil aussi et de bienvenue en fait, du collaborateur. C'est systématique, hein. On a un outil qui nous permet de suivre toutes ces étapes-là. Et un parcours qui lui permet de découvrir les process, l'organisation, les produits. Il va avoir aussi une coloration et une acculturation aussi aux enjeux de la sécurité, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important chez Exodata. Et puis tout un système de feedback. Donc ça, c'est la partie intégration. On a aussi ce qu'on appelle les exo-up, donc c'est des entretiens individuels qu'on a déployés chez Exodata qui permettent de s'assurer du bien-être et puis de l'atteinte des objectifs et des résultats dans l'entreprise. Et puis, toute une communication interne dans laquelle on va partager beaucoup d'informations à l'ensemble de nos collaborateurs. On a des canaux aussi via nos outils dans lesquels il y a beaucoup de communication, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est quand il y a de l'actualité en fait, dans l'entreprise, c'est comment je fais en sorte qu'elle soit diffuse. Donc on a ce qu'on appelle les exocaps, donc c'est les moments clés en fait, où pendant une fois par mois, moi, je fais une prise de parole devant toutes les équipes sur les enjeux de la boîte. Et puis, différents managers ou collaborateurs vont présenter des actualités autour de la finance, des RH, des projets, des clients. Et tout ça dans un contexte on est tous une famille, en fait. On fait partie d'un collectif. Et ce qui est important aussi, c'est en phase amont, dans le recrutement, c'est rarement une seule personne qui va recruter un nouveau collaborateur. Des fois, c'est même l'équipe qui va participer en fait, au recrutement de leurs prochains collègues, entre guillemets, parce que, comme je l'évoquais, on va devoir travailler ensemble. Et s'il n'y a pas cette adhésion, en fait, il peut avoir un peu le rejet du greffon. Donc voilà, c'est assez processé. Et on a même une personne dédiée chez Exodata au recrutement. De telle manière à s'assurer que tout se passe bien, que le process de sourcing, jusqu'à l'onboarding, jusqu'à la sortie aussi, parce que c'est important aussi de travailler la sortie d'un collaborateur pour une raison quelconque, et de se dire que faut que ça reste des ambassadeurs. Et puis on se retrouve même à avoir ce qu'on appelle des collaborateurs boomerang, donc qui quittent la société, qui vivent une aventure à côté, et puis qui reviennent chez Exodata à d'autres fonctions. Donc voilà, c'est aussi ça notre devoir en tant que dirigeant, quoi. Peut-être que aussi dans ce retour d'expérience, là, parce que moi j'ai suivi aussi ce que vous faites, et j'ai suivi typiquement le parcours d'Anne-Laure là, qui est en coulisses avec nous. Peut-être que tu peux nous... Parce que je trouve que c'est aussi un élément qui est intéressant de dire tu as des gens qui peuvent switcher. Et moi, ma question aussi, tu vois, sur la partie entrepreneuriale de comment tu gères les people, c'est si on peut prendre l'exemple d'Anne-Laure pour se dire ok, une collaboratrice qui a des souhaits d'évolution, peut-être aller vers d'autres postes. Toi, en tant que dirigeant de boîte, c'est quoi la posture que tu dois avoir justement par rapport à ça, si on peut faire un petit retour d'expérience là-dessus? Déjà, c'est de faire confiance dans les équipes et libérer le potentiel, en fait. Parce que on a tous des capacités à évoluer en fait, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que technicien et dans ses compétences diverses et variées. Et puis,
moi, c'est quelque chose qui est important. En fait, on a la chance d'avoir une entreprise qui a évolué, qui s'est développée. Et on parle souvent de gestion de carrière, quoi. En fait, comment tu proposes à un jeune qui rentre dans l'entreprise de se dire, tu sais quoi, tu vas avoir la chance, tu vas gravir les échelons et autres quand tu as une boîte de 10, 15 ou 20 personnes, quoi. Juste pour qu'on comprenne bien, que les éditeurs comprennent de quoi on est en train de parler, parce que là, j'ai donné l'exemple d'Anne-Laure. Est-ce que tu peux juste nous expliquer de quoi là on parle, et puis après, comme ça, on décortique un peu le sujet. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui me passionne, donc je pense que je pourrais en parler. On pourrait faire d'ailleurs le podcast que là-dessus. Mais Anne-Laure est une bonne illustration. Elle a été recrutée chez nous en tant que consultante COSI, donc c'est consultant organisation des systèmes d'information. Et puis l'entreprise s'est développée et puis on avait besoin d'un manager à La Réunion. Donc elle est devenue manager de l'activité conseil à La Réunion. Et puis à un moment donné, on a eu un poste vacant sur la partie marketing et communication externe. Et moi, je me suis dit, tiens, je pense que Anne-Laure, elle a des capacités relationnelles, une attention aussi sur l'interne. Elle connaît bien la boîte. Et bien que ça soit pas son job à la base, on s'est dit tiens, est-ce qu'on lui proposerait pas de devenir responsable marketing et communication du groupe Exodata. Je pense qu'elle s'y attendait pas quand on lui a proposé. Mais l'idée en fait, c'est d'identifier le potentiel et de se dire on laisse la chance aussi parce qu'on identifie en fait quelques compétences, de se dire je pense qu'elle peut être en mesure en fait d'acquérir ces compétences et puis de les mettre au service de la boîte et d'apprendre, de co-apprendre avec l'entreprise, parce que des fois nous aussi on apprend en même temps en marchant, et dans le cas de Anne-Laure et d'ailleurs dans toutes les cas où ça s'est présenté chez Exodata, parce que j'ai d'autres illustrations, ça a été à chaque fois des réussites, et du coup je le cultive aussi, de se dire c'est possible chez Exodata de progresser, de ingénieur, consultant, et aujourd'hui j'ai un autre cas de figure de quelqu'un qui est directeur de tout un pôle et qui a une 60aine de personnes dans ses équipes, quoi. Ouais, donc tu dirais que ça c'est aussi une clé. On revient un peu sur finalement ce que toi tu avais appris un peu dans ton expérience chez GA, de dire ok, là tu t'identifies et en fait on voit en application, parce que tout à l'heure je te demandais qu'est-ce que tu ressors comme clé, et là on voit que toi aussi tu l'appliques, et c'est une clé de succès justement pour garantir aussi que les gens restent, sont heureux aussi, parce que du coup quand ils sont heureux et épanouis, ils restent, et toi ça te permet aussi de développer de plus en plus le groupe. Donc tu dirais que c'est une des clés de la secret sauce pour et puis alors c'est en train de changer aujourd'hui, mais c'est une aventure humaine qui s'est créée qu'avec des gens on a tous appris collectivement, quoi. Et donc du coup même moi, le premier, on a tous appris en fait progressivement dans l'histoire d'Exodata, on a tous gravi des échelons, on a tous découvert de nouvelles fonctionnalités. Et j'ai une autre illustration de quelque chose qui fonctionne bien chez Exodata et qu'on cultive fortement. Ce sont les jeunes qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat pro, quoi. Ok. J'ai des histoires aujourd'hui de gens qui sont toujours chez Exodata, qui sont arrivés en contrat pro il y a 10 ans chez Exodata, et qui sont aujourd'hui managers d'équipe et qui ont encore un gros potentiel de développement et qui sont les futurs patrons d'Exodata, quoi. Là, on parle beaucoup d'aller chercher des talents, d'identifier les personnes, etc. Moi, tu vois, j'ai grandi à La Réunion, et franchement, j'ai toujours entendu depuis que je suis jeune, il n'y a pas d'opportunité à La Réunion, c'est compliqué, le marché de l'emploi, etc. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'étais à Paris, j'avais toujours cette image. Et j'ai beaucoup de gens qui me demandent, tu vois, dans la tech, est-ce que ça recrute, est-ce qu'il y a des opportunités, etc. C'est quoi un peu l'état du marché, tu vois, aujourd'hui sur la tech dans les Outre-mer? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Est-ce qu'il y a peu d'opportunités? C'est quoi les métiers où tu vois, les gens se disent ok, tu vois, notamment moi je suis très sensible au sujet du retour au pays, par exemple. Tu vois, c'est quoi les sujets où là les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui sont dans ces cas-là, où ils peuvent se dire ok, là j'ai des opportunités, je pourrais potentiellement rentrer, ou bien je peux intégrer, tu vois, un groupe comme Exodata dans les territoires d'outre-mer sur ça. C'est globalement quand même un marché qui est en croissance, en fait, hein. C'est le secteur d'activité qui le veut. Et des opportunités, je peux garantir qu'il y en a, hein. On n'a qu'à voir, nous, le nombre de postes qui sont ouverts chez Exodata, ils ne sont pas tous remplis, et des fois on a même du difficulté à recruter, quoi. La complexité aujourd'hui dans le recrutement, où des fois l'offre et la demande ne se croisent pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont structurées, donc il y a beaucoup de jeunes qui rentrent sur le marché. Et c'est peut-être là où c'est un peu plus saturé, quoi. Okay. Et on a besoin de gens un peu plus expérimentés, un peu plus seniors,
Et aujourd'hui, nous, c'est notre cible. Et tu évoquais un sujet en fait, qui est extrêmement important, c'est le retour au pays. Nous, c'est des collaborateurs qu'on adore, quoi. Qu'on adore parce que déjà, ils sont expérimentés, ils ont vécu différentes expériences. Donc, ils arrivent avec de l'expérience. Et donc, c'est un accélérateur aussi pour la boîte. Et puis, ils connaissent la culture. C'est pas une découverte pour eux. Ouais. Et donc, on sait que s'ils reviennent en fait, s'installer sur le territoire, c'est sur le long terme, quoi. Et nous, on recrute pas des gens juste pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, quoi. Dans les métiers en fait, dans lesquels on recrute, on va tout ce qui est administrateur système et réseau, gestion de projet, consultant et cybersécurité, quoi. On va dire que grosso modo, c'est les 3 grands types de profils chez nous et qu'on retrouve à peu près aussi chez nos différents confrères, quoi. Ouais, je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que tu vois, moi, j'avais eu un peu cette frustration quand je suis rentré à La Réunion de me dire, je connais pas l'état du marché. Alors, évidemment, j'aurais pu aussi plus m'intéresser. Après, l'entrepreneuriat m'a fait des clins d'œil. Mais je trouve que c'est aussi un message qui est important de dire, en fait, il y a des opportunités, notamment dans la tech. Et moi, franchement, je suis assez souvent sollicité par rapport à mon parcours pour répondre à ces questions. Du coup, là, on a adressé le sujet, donc je suis hyper content. Il y a une autre chose dont je voulais qu'on parle là, c'est quand on regarde l'histoire du groupe Exodata, il y a quand même pas mal de croissance externe, donc beaucoup d'acquisitions. Donc je vois aussi que finalement ça a été impulsé aussi par ta première expérience, mais pour quelqu'un qui se dit, donc là on se remet dans la partie entrepreneuriale, de dire pourquoi toi tu as décidé de faire ces acquisitions-là, première question. Et deuxième question, c'est comment tu identifies que c'est le bon candidat, la bonne entreprise candidate à un rachat, et comment tu structures ça. Dans notre histoire, et c'est un élément important du développement d'Exodata, et ça le sera encore plus à l'avenir, on a fait 6 croissances externes. Ok. Qui représente à peu près combien de collaborateurs là, sur l'ensemble du groupe ? On va dire au total peut-être une trentaine, okay. Allez, peut-être quarantaine, allez, si je fais un arrondi supérieur. Okay. Sachant qu'il y en a dont on a fait l'acquisition là très longtemps, donc, et pour lequel on a fait de la croissance, qui ont été intégrés au niveau du groupe. Le développement important d'Exodata, il est reposé sur trois piliers, quoi. Du développement organique, donc sur l'existant qu'on essaye de développer, du développement territorial et de la croissance externe, quoi. Et quand je me lance dans une croissance externe, il y a eu à peu près deux cas de figure, quoi. C'est une société qui vient me voir et je vois que ça a une pertinence parce que ça nous permet de pouvoir lancer un nouveau territoire ou une nouvelle expertise qu'on n'avait pas chez Exodata. Donc là, c'est un patron de boîte qui vient te voir, dire Julien, écoute, ça m'intéresse de... J'ai eu à peu près moitié-moitié, en fait, entre des gens qui sont venus me voir et où j'ai trouvé que c'était pertinent. Et des fois, il m'est arrivé de dire non, c'est pas pertinent. Et puis, moi aussi, l'opportunité, notamment territoriale, en fait, parce que ça a été un vrai booster, un vrai accélérateur. Hein, si je pense Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Vous venez d'ouvrir, là, d'ailleurs. Voilà, c'était Tahiti, qu'on vient tout juste d'ouvrir. Clairement, en fait, c'est des accélérateurs parce qu'on n'est pas connu, on n'a pas de notoriété, on n'a pas de business, on n'a pas de clients. Et partir de zéro, pour l'avoir vécu par ailleurs sur d'autres territoires, c'est long et coûteux. Là, faire une croissance externe, en fait, c'est un accélérateur parce que ça te fait tout de suite un point d'ancrage local. C'est pas simple. C'est pas simple, hein, parce que quand on fait des croissances externes sur des territoires loin de 10 000 km, qui n'ont pas forcément totalement la même culture, qui n'ont pas totalement tout à fait les mêmes process, il faut arriver à faire cette bascule-là. Un élément essentiel, en fait, quand on fait une croissance externe, c'est déjà est-ce qu'on est ADN compatible, en fait. Oui. Nous, je nous qualifie un peu comme des bisounours. Donc, on est des gentils. Si je vois qu'en face de moi, en fait, j'ai une bande de requins, clairement, ça va pas forcément fonctionner, quoi. Donc ça, en fait, c'est un élément important. De deux, c'est est-ce que cette croissance externe, en fait, il y a un effet accélération, quoi. Si je prends la dernière acquisition qu'on vient de faire là, à Tahiti, moi, j'y suis allé un peu en explorer il y a 18 mois, donc j'ai un peu planté le drapeau Exodata. Donc, tu avais déjà, toi, cette idée-là de, tiens, potentiellement, on va s'implanter à Tahiti. Et ça, le déclencheur de ça a été quoi ? Les vacances.
Ok. Non, je déconne. C'était de se dire qu'on était physiquement présent sur l'ensemble des territoires ultramarins. Et en fait, c'était le dernier maillon de la chaîne qui nous manquait. Okay. Bon, j'étais loin d'imaginer en fait tous les bénéfices qu'on allait avoir à ouvrir Tahiti. Comme quoi, par exemple ? Je l'avais regardé, en fait, il y a 21 heures de décalage horaire avec la Nouvelle-Calédonie. En fait, quand tu le prends dans l'autre sens, c'est 3 heures, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, on va avoir une grosse dynamique dans le Pacifique sur ces 2 territoires. Mais j'avais pas regardé, en fait, la face cachée de la Lune, entre guillemets. Et sur l'autre maillon, en fait, de la chaîne et de la ligne du temps, sur le fait qu'il y avait que 6 heures de décalage avec les Antilles, quoi. Moi, dans mon organisation, en fait, chez Exodata, le soleil se levait en Nouvelle-Calédonie et il se couchait aux Antilles, quoi, sur ce fameux Follow the Sun, quoi. Okay. Et donc, les collègues antillais, en fait, pendant une demi-journée, en fait, ils avaient plus de collègues d'autres territoires. Ah oui, et il n'y avait pas de maillon dans la chaîne. Et en fait, en rajoutant Tahiti, je me suis rendu compte que non seulement je créais le lien avec la Nouvelle-Calédonie d'un côté, mais je créais aussi le maillon de la chaîne de l'autre côté. Et donc, du coup, c'était un effet accélération parce que j'ai certains métiers que j'ai aux Antilles, que je n'ai pas à Tahiti, qu'aujourd'hui on adresse parce qu'on a une demi-journée en commun, quoi. Ok. Attends, mais tous les clients, c'est-à-dire qu'un client, il peut parler avec quelqu'un de ton équipe qui est à Tahiti à un instant T et quelqu'un de La Réunion à un instant T+1. Ouais, en fait, c'est un peu la magie de ce qu'on a créé. En fait, vu de l'extérieur, ça paraît un peu foufou, mais... Non, parce que si tu as aligné tous tes process, ta manière de faire, ça tourne, mais ça nécessite une organisation vraiment... Gymnastique, quoi. Non, mais militaire, quoi. Enfin, je sais pas, mais toi, je me dis, pour que un client, tu vois, pour lui, ça soit vraiment transparent, finalement, ça veut dire que vous avez structuré des process dans la boîte pour dire on peut ouvrir des territoires comme ça sans que ça nous fasse rien en termes d'organisation. C'est un peu ça que vous avez structuré. C'est la richesse et c'est le côté accélération. Par contre, il y a un point essentiel, en fait, c'est que le client, c'est pas lui qui se débrouille à savoir il est quelle heure, bien sûr. Il arrive dans un truc qui est... En fait, on a de la proximité, en fait. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'on est sur chacun des territoires, c'est de se dire, en fait, monsieur le client, il y aura toujours quelqu'un à côté de vous sur le même fuseau horaire. Je comprends. Et c'est cette personne-là, en fait, qui va faire le lien avec l'organisation et les process Exodata. Et ça, c'est transparent pour le client, mais c'est notre puissance, en fait, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on va traiter d'un sujet, une réponse à un appel d'offres ou un sujet sur un territoire, j'ai rarement toutes les compétences sur ce territoire-là. Ouais, bien sûr. Par contre, j'aurai quelqu'un à côté du client qui va prendre l'expression du besoin et cette personne-là va organiser des visios ou des ateliers de travail en interne en prenant une ressource sur un autre territoire. Et des fois, on peut se retrouver à être sur 4-5 territoires différents, mais par contre travailler tous sur le même document, le même client et avoir la même volonté de réussir, même si ce n'est pas un client de son propre territoire. Je te fais un peu digresser là pour bien comprendre, mais en fait, ma question de base, c'était sur la partie acquisition. Ouais. Donc là, du coup, j'ai compris sur qu'est-ce qui a fait le déclencheur de dire on fait cette acquisition-là. Et pour te remettre dans les rails, c'était comment ça se passe, tu vois, pour dire OK, on ouvre un territoire. C'est quoi les étapes et comment on structure ça ? Ouais. Généralement, en fait, et c'est un peu moi, une de mes missions, je pars en explorer. Ouais. Quand je disais que j'étais parti avec mon bâton de pèlerin ou mon drapeau, moi, je vais déjà m'approprier l'écosystème, quoi. J'arrive jamais en terrain conquis. Il y a 18 mois, quand la première fois je mettais le pied à Tahiti, je suis allé rencontrer mes confrères, les écosystèmes, quelques clients, parce qu'on avait quelques clients quand même, donc ça me permettait en fait d'appréhender un peu les choses. Et de là, en fait, on bâtit une stratégie. Et ce qui s'était passé dans le cas de Tahiti, je m'étais rendu compte que sur un des gros métiers d'Exodata, celui du cloud de proximité, il n'y avait rien. C'était l'océan bleu. Donc il y avait tout à structurer, quoi. Et j'avais l'impression de me reprojeter 15 ans en arrière, quand on a démarré l'aventure, de se dire, ça, il y a une vraie valeur ajoutée. Et je m'étais rendu compte que sur les autres métiers d'Exodata, c'était assez structuré. Et c'est le message que j'avais fait passer sur place, en fait, en disant, comme l'écosystème répond bien en fait sur les autres métiers, les métiers du conseil et de la cybersécurité pour les nommer. Je me suis dit, on le lancera dans un second temps, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Pierre Claude de la société Terrama, qui lui, en fait, tout de suite a entendu parler d'Exodata et m'a dit, donc spécialisé dans la cybersécurité, m'a dit ouais, moi j'aimerais bien faire partie du groupe Exodata. J'ai développé ma boîte, mais je pense que la suite c'est avec Exodata. Donc là, ça a été un phénomène d'accélération parce que j'avais identifié un métier sur lequel une niche, il n'y avait personne. Une personne qui avait les mêmes valeurs que nous, des bureaux, 5 collaborateurs, sur un autre métier important d'Exodata,
qui adressait aussi les 20 plus gros clients du territoire. Ouais. Parce qu'après, il y a tout de suite les mécaniques aussi d'upsell, cross-sell. Et en fait, là, la mayonnaise a pris. Et en 18 mois, on est passé de je découvre un nouveau territoire à ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. On a fait une grosse fête sur place pour lancer officiellement les activités d'Exodata. Et ça a été une très, très belle fête avec du très beau monde. Et même moi, j'ai été surpris en fait, du panel d'invités qui s'est rendu sur le lieu de fête, quoi. Et la partie, tu vois, Hexagone, Europe, etc., je sais que vous êtes présent aussi là. C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Est-ce que tu veux aller conquérir aussi ces marchés ou est-ce que tu veux rester focus sur la partie Outre-mer? Non, la base, la stratégie, en fait, c'était l'Outre-mer français et c'était vraiment d'être, et ce que l'on est devenu, en fait, le SN leader sur l'ensemble de l'Outre-mer français, quoi. Et de par notre organisation, en fait, je me suis dit, tiens, le national, est-ce qu'on n'a pas une carte à jouer? Bon, clairement, je me suis lancé il y a 7-8 ans, toujours pareil avec mon bâton de pèlerin, un peu naïf. Et là, ça a été un peu le parcours du combattant, parce que là, il y avait du monde, c'était hyper concurrentiel, et puis les gens nous regardaient en disant, bon, c'est super, ça brille, hein, il y a du soleil partout sur tes PowerPoint, Julien, mais en fait, je vois pas trop ce que l'Outre-mer va nous apporter, quoi. Donc, il a fallu réorienter un peu la stratégie, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on couvre un panel assez important en fait, de métiers sur l'Outre-mer français. Au niveau national, il fallait en fait être un peu plus précis sur notre stratégie. Et une des premières choses en fait, où je me suis dit, c'est qu'il y avait des directions nationales de grandes entreprises qui avaient peut-être des enjeux dans l'Outre-mer français, mais pour lesquels les centres de décision, les directions informatiques étaient à Paris ou en Hexagone. Et donc, ça a été le premier en fait, levier de lancement de nos activités, c'était de mettre des gens à côté de ces centres de décision en disant, comme tout à l'heure, en fait, je disais, j'aurai quelqu'un à côté de vous, une seule personne, et on va aller traiter l'ensemble des territoires ultramarins. Et aujourd'hui, notre plus gros client chez Exodata est issu de cette stratégie-là, parce qu'il nous fait confiance, il nous a confié le système d'information de tout l'outre-mer français, quoi. Donc ça a été le premier. Tu peux le citer ou pas? Ouais, c'est une grande compagnie d'assurance qui a comme première lettre la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Donc je laisserai les auditeurs deviner. Et c'est bleu comme logo. Et ils nous ont fait confiance. Et ça a été game changer aussi pour Exodata, parce que c'est un client qui avait des gros moyens, qui avait des gros besoins et à qui on a apporté une grosse valeur ajoutée et qui nous a propulsé aussi, qui a été déterminant dans notre croissance chez Exodata, quoi. Et après, la deuxième originalité, c'est justement l'approche Follow the Sun, comme je citais tout à l'heure, quoi. Et Follow the Sun, j'irai même plus loin, Follow the Sun souverain, quoi. Notre capacité à pouvoir superviser, infogérer, exploiter des infrastructures et des systèmes d'information en mode continu, en H24, avec des collaborateurs français sur le territoire français, là, ça nous a donné quoi? En fait, un élément de différenciation au niveau national. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, on est le seul acteur français à avoir ce mode organisation. Et quand on voit tous les enjeux géopolitiques aujourd'hui, et des enjeux de souveraineté, en fait, on a une carte à jouer. Et aujourd'hui, la zone hexagonale Europe, parce qu'on a aussi des clients en Belgique et Luxembourg, et aujourd'hui, notre deuxième zone de business, et aussi un peu notre fierté, parce que nous, on est parti des territoires ultramarins. Et en fait, c'est moi, mon ambition que je porte avec mes collaborateurs, c'est de devenir un acteur significatif du national en jouant sur la marque employeur, ce qui nous caractérise et nous différencie, et puis sur nos expertises et notre organisation, et qui nous rend unique et qui nous permet de pouvoir nourrir des ambitions sur le territoire national, quoi. Ouais, typiquement sur cette vision, l'ambition, si tu devais, tu vois, nous la résumer en quelques mots, quelques phrases, c'est, tu vois, Exodata, par exemple, dans 20 ans, qu'est-ce que c'est dans ton esprit? C'est un des 10 plus gros acteurs du domaine numérique au niveau national, mais qui a ses collaborateurs principalement sur l'ensemble des territoires ultramarins, quoi. Ah ouais, donc il y a vraiment cette approche-là de dire, donc toi tu vas grossir en termes d'impact et rester en France finalement, en ayant comme levier cette présence-là sur les territoires d'outre-mer. Moi j'aime beaucoup cette vision parce que je trouve qu'on passe, tu vois, d'une vision où avant on pouvait avoir cette idée des outre-mer où on est un peu éloigné, on est un petit peu en retard sur la tech, etc. À en fait notre situation géographique, et d'ailleurs notre situation géographique aussi est un peu un frein à notre développement, à
ben en fait, vous savez quoi, comme on est un peu partout dans le monde, ça va être notre force et c'est aussi ce qui va faire qu'on est unique, quoi. C'est un peu ça. Et je trouve que c'est un super message parce que au-delà de l'aspect, tu vois, exodata, entrepreneurial, etc., bah, je trouve que c'est aussi, tu vois, redorer le blason de ces territoires-là. Et c'est aussi, bah, tu vois, notre vision, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, bah, merci de partager ça avec nous. Et puis, bon, on va voir dans 20 ans, on te reçoit encore. Ouais. Puis, en fait, c'est même déjà le cas parce qu'on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est en hexagone Ok. et mes équipes de production sont principalement en outre-mer français. Et ça doit tous nous rendre fiers et Carrément. montrer que c'est pas parce qu'on est en outre-mer français qu'on n'a pas une carte à jouer au niveau national. Et justement, en fait, ce modèle en fait décentré versus centralisé à Paris ou Ouais. dans certaines villes de province, en fait, d'avoir ce regard en fait complètement différent, c'est aujourd'hui, je pense, une vraie force pour Exodata. Il y a un vrai potentiel de développement. Et j'allais dire, pour nous, venant des Outre-mer, une sacrée fierté Bien de sûr. se dire qu'on crée de l'emploi sur nos territoires, mais pour répondre à des enjeux nationaux. Et on n'a pas du tout à rougir. Moi, je peux te le dire. Et l'international, c'est pas quelque chose que tu regardes du tout? Si, on l'a déjà en fait un petit peu parce qu'on a pas mal de clients en Belgique et Luxembourg. Ok. On est également présent à l'île Maurice et Madagascar. Donc finalement, on a déjà cette dimension internationale, alors très francophone. Ouais. Donc la next step, ça sera peut-être en fait effectivement de rendre un peu plus bilingue nos clients, mais on a déjà un terrain de jeu qui est tellement important que on va déjà s'efforcer à bien l'adresser. Et la dimension internationale, pour moi, elle peut prendre une orientation qui est potentiellement demain. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi un axe stratégique pour Exodata, c'est d'accompagner des acteurs français, les grandes boîtes françaises qui sont à l'international et sous les enjeux en fait de souveraineté, de se dire, vous savez quoi, en fait, où que vous soyez dans le monde, nous, on aura des collaborateurs français sur le territoire français qui pourront gérer vos données, même si elles sont sur le territoire international, quoi. Et donc finalement, en fait, de mettre une dimension souveraine, même si les données sont sur le territoire étranger, mais de pouvoir garantir aux sociétés françaises qui sont à l'international qu'ils auront toujours des collaborateurs français pour gérer, superviser et monitorer leurs données, quoi. Tu parlais justement beaucoup de la partie souveraineté. Moi, j'aimerais qu'on vienne aussi sur un sujet qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, qui est l'IA. C'est quoi un peu l'impact aujourd'hui pour vous de cette thématique IA en Outre-mer et comment vous l'adressez, comment vous allez l'adresser? Alors ça, on en parle tous les jours en fait de l'IA et c'est assez amusant. J'ai eu une approche plutôt prudente au départ chez Exodata, de se dire qu'il y a peut-être un peu une bulle spéculative. Alors je dis pas que l'IA n'est pas un vrai sujet, c'est un vrai sujet, mais en fait quand je dis bulle spéculative, c'est que tout le monde veut faire de l'IA en fait sans vraiment savoir pourquoi on veut faire de l'IA. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet, je vais pas dire mode, mais tendance. Ouais, je pense qu'il y a un peu de marketing. Complètement. Ça, quoi. Alors bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr qu'il faut y aller, mais je me suis dit, souvent on m'a dit, ouais, il faut y aller. Et moi je pousse, chez Exodata, on n'est pas une boîte de R&D en fait. Ouais. Moi je pousse de l'innovation pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que je prends une technologie quand elle est assez aboutie et qui a un time to market assez court, de telle manière à pouvoir le commercialiser parce qu'on reste des businessmen et il faut monétiser en fait tout ce que l'on développe, quoi. Et finalement, une des premières approches chez Exodata, c'était de se dire, bon, les clients veulent aller sur l'IA, mais comme on a les métiers du conseil, on va se mettre à côté du client et se dire en fait, pourquoi vous voulez faire de l'IA? C'est quoi votre organisation? C'est quoi vos process? Où sont les données? Et en fait, on revient un peu aux basiques et aux fondamentaux. Avant d'aller faire de l'IA, il faut structurer les process, il faut avoir des outils et surtout, il faut avoir un truc qui est extrêmement important, la data. Si t'as pas de données, l'IA va pas t'apporter énormément. Donc du coup, voilà, il y a eu cette première approche en fait très pragmatique de se dire, en fait, sur les métiers du conseil, on va se mettre à côté de vous, quoi. Et après, on a eu des sollicitations, notamment de start-up. Je suis pas mal investi dans les écosystèmes type French Tech et je voyais quelques startups qui se lançaient et qui m'interrogeaient en disant, quand est-ce que Exodata aura des infrastructures IA? Moi, quand je voyais le budget, je me suis dit, je vois pas trop comment on va rentabiliser le truc. Et puis, une demande, deux demandes, et puis un ou deux projets bien aboutis à La Réunion, aux Antilles, Tahiti aussi, on a un partenaire avec qui on bosse et de se dire, peut-être, en fait, il y a quelque chose à faire. Et là, on a pris un parti pris qui est assez récent, qui est de se dire, ok, pour faire tourner des modèles IA, il commence à y avoir des entreprises qui commencent à être avancées.
Et pour passer les next steps, il faut peut-être investir, nous, dans des infrastructures, donc de la GPU, en fait, des processeurs qui permettent de faire tourner les modèles IA, et de se dire que maintenant, on est devenu l'ESN de référence dans l'outre-mer français. Donc j'ai aussi des moyens qui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. On ne sait pas trop ce qu'on va faire en fait, dans l'IA, mais est-ce qu'on n'a pas le devoir en fait, d'investir dans des infrastructures pour permettre aux startups et à l'écosystème d'expérimenter en local, en proximité, en souveraineté, parce que du coup, en fait, on maîtrise les infrastructures. Et puis nous, par la même occasion aussi, de co-apprendre avec ces startups, nos clients aussi qui veulent expérimenter des choses. Et puis nous aussi, en fait, de se faire la main sur ce qui sera demain des offres de services, quoi. Et j'ai pris le parti de dire, on ne sait pas quel modèle économique on va faire. Est-ce qu'on va gagner de l'argent ? J'en sais rien, mais ce n'est pas la priorité. Et je fais confiance en notre organisation et notre expérience et notre expertise pour se dire qu'à un moment donné, on va monétiser en fait ces services sous l'angle du test and learn, quoi. On va tester, on va voir comment ça fonctionne, on va ajuster et de se dire au départ, on met la main à la poche, on lance et puis on verra comment ça se passe et puis on gagnera de l'argent dans un second temps. Et tu sais quoi, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est à partir du moment où on commence à faire cette bascule avant, où on commence à se dire et à annoncer qu'on va investir dans des infrastructures IA, et c'est là où en fait il y a un afflux qui fait que je suis content parce qu'en fait je me dis ça suscite de l'intérêt et derrière on le monétisera dans un second temps, quoi. Ouais, bien sûr. Sans trahir de secret, tu peux nous dire l'ordre de grandeur de ce que ça représente en investissement, donc en prise de pari. Je sais que tu avais dévoilé, tu vois, qu'un GPU c'était à peu près 45 000 € pour toi. Là, l'investissement d'Exodata dans ce sujet-là, ça représente quoi à peu près en ordre de grandeur ? Alors au départ, on m'a dit 150 au niveau de mes équipes, puis 300, et puis là on est 400, et on devait faire qu'une localisation à La Réunion, et aujourd'hui on est sur un plan d'investissement, on va avoir 3 localisations. Clairement, en fait, on va se rapprocher du million d'euros là, dans les 24 prochains mois, quoi. Mais parce que aussi, on a carrément tout de suite en fait, des use cases avec des clients qui sont prêts à payer et avoir des infras IA dédiés, quoi. Et pour qu'on comprenne bien, tu vois, le sujet, la problématique, tu peux nous donner quelques use cases de, tu vois, pourquoi un client aujourd'hui à La Réunion ou aux Antilles, pourquoi il a besoin d'investir dans cette infrastructure vs utiliser, tu vois, un cloud, un chat GPT ou une IA, tu vois, d'un GAFAM. En fait, il y a deux phénomènes. La souveraineté. Donc, j'ai un use case, c'est des données médicales. Donc, du coup, tu ne vas pas aller mettre ça dans le cloud divers et variés. Ce use case dans le médical, en fait, c'est des très grosses quantités de données. Et c'est quoi ? C'est les hôpitaux ? C'est quoi les clients qui te demandent un peu ça ? C'est dans la partie laboratoire. Bon, je ne peux pas forcément bien sûr, dire le client, mais juste pour qu'on sache à peu près donc, de la grosse donnée médicale. Et derrière, en fait, l'autre phénomène, je l'ai expliqué, et c'était aussi la raison de développer Exodata, la latence. En fait, plus tu vas être loin des gros centres numériques, les hubs numériques et les GAFAM, en fait, qui vont fournir de l'infrastructure IA, moins les outils vont être performants parce qu'il va y avoir des allers-retours entre la source de la donnée et là où il y a le traitement. Et puis, moi, je me méfie toujours un petit peu aussi des GAFAM, et c'est aussi ça, en fait, l'enjeu. Il y a un contexte géopolitique aussi. Il y a l'enjeu géopolitique. D'ailleurs, je remercie le président des États-Unis parce que finalement, ça sert nos domaines d'activité. Mais surtout, l'autre enjeu, c'est la dépendance aux GAFAM. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur les GAFAM, mais en fait, on parle beaucoup d'hybridation. Et pour moi, il faut consommer un peu du GAFAM, mais il faut aussi prendre des solutions alternatives de proximité dans lesquelles il va y avoir une relation, en fait, où on va pouvoir discuter ensemble. Et moi, je ne vais pas faire des augmentations de tarifs de 15, 30 ou 50% par an parce que tu es dépendant à moi. En fait, on est dans des relations qui sont beaucoup plus saines, que les GAFAM qui peuvent décider de manière unilatérale parce qu'ils considèrent que tu es en dépendance sur eux, et de se dire l'année prochaine, Clément, c'est plus 15%. Et toi, tu te dis, je n'ai pas le choix, je vais payer les plus 15%. Éviter un peu cet effet de vendor locking autour des GAFAM. Et du coup, là, typiquement, ce que vous faites sur cette offre, c'est héberger ce qu'on appelle des LLM, principalement. Donc, c'est la technologie qui permet de propulser notamment un chat GPT, un cloud, etc. Et du coup, c'est un service que vous proposez, donc à la fois l'hébergement des modèles et aussi l'exploitation de ce modèle-là en tant que service. C'est-à-dire, toi, ton client, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète un accès à un service final, ou il achète
la possibilité de lui-même héberger son propre modèle qui sera opéré par ses équipes. Tu vois, j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi le scope va être assez large en fait. Ouais. Ça peut être juste de la capacité de calcul et de traitement, parce que c'est ça les GPU en fait, hein, c'est cette capacité de traitement. Donc en gros, tu fais. Donc là, c'est de l'infra. Voilà, c'est de l'infra, et puis derrière, les données, elles sont pas stockées. On peut être amené sur des infrastructures à côté à stocker aussi la donnée et les langages en fait. Ouais. En gros, on est capable de pouvoir tout encapsuler en mode mutualisé ou en mode dédié, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et alors c'est assez rigolo parce que on a eu des demandes là toutes récentes où nous on était plus dans une approche mutualisée, et en fait il y a des clients qui disent ouais, mais en fait moi j'ai bien avancé, j'ai mes modèles, mais j'aimerais bien avoir ma propre instance, mes propres infrastructures. Est-ce que vous, Exodata, vous êtes en capacité de le faire en mode dédié, quoi. Donc c'est aussi ça qui est un peu nouveau et intéressant, c'est que là assez rapidement, et en fait c'est comme ça aussi que c'est construit Exodata, hein, c'est par opportunité, par les cas clients et les demandes. Et c'est aussi ça de notre force en fait, c'est de pouvoir aussi réagir, et même si c'est pas une offre qui existe au catalogue, de pouvoir la construire sur mesure avec le client, quoi. Et là on a le cas de figure en fait d'un client qui nous demande en fait une instance, donc une infrastructure, des serveurs dédiés avec de la GPU pour pouvoir déployer son propre LLM avec du stockage derrière, donc en fait en mode SaaS, quoi, en fait, dans une bulle complètement fermée, quoi. Hyper intéressant. Et ça, du coup, tu penses que... Toi, c'est quoi ta vision? Là, c'est plus... je m'adresse, tu vois, à Julien, au passionné de la tech et qui regarde aussi le monde économique. Tu penses que tout ça, là, la partie IA, ça va nous emmener où? Est-ce que demain, tu vois, ça sera des nouveaux métiers? C'est quoi un peu ta vision de tout ça, et c'est quoi l'impact pour toi sur les Outre-mer spécifiquement? Ouais, bon, clairement, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper parce que quand tu vois la vitesse à laquelle en fait ça évolue, hein, même quand tu joues juste avec un chat GPT ou un Claude, tu vois vite que en fait tous les 2-3 mois il y a un saut quantique qui est fait. La question, elle est, enfin, pour moi c'est inévitable en fait. C'est pas est-ce qu'il faut adapter l'IA ou pas dans ta vie de tous les jours, c'est à quelle vitesse et quand est-ce que l'IA va remplacer une partie de ce que tu fais au quotidien, quoi. Donc il y a plusieurs choses. Il y a pour moi les entreprises et certains métiers qui globalement doivent se poser clairement des questions, hein. J'aime bien les comptables, hein, j'ai rien contre les comptables, mais en fait il y a plein de métiers de ce type-là en fait où il faut absolument prendre le virage, parce qu'en fait l'IA va faire les choses bien mieux, hein. Même le marketing, la créa, aujourd'hui ce que tu es capable de faire avec une IA en termes de charte graphique et tout, et tu promptes et en 5 minutes tu as un truc ouf et tu as payé quasiment rien du tout. Après, il y a nous en tant que ESN, en fait, en tant qu'entreprise de services numériques aussi, notre mutation. Je prends les métiers du dev, donc tous ceux qui font du développement. Aujourd'hui, si toi tu sais pas faire de dev et que tu es un peu technophile, assez rapidement tu vas développer des applications et des logiciels en peu de temps. Donc le métier du dev, en fait, il a intérêt le développeur aujourd'hui, il a intérêt en fait à être le pilote demain des IA pour s'assurer d'une pérennité de son métier. Et après, dans les métiers même de l'IT, des infrastructures, de la cybersécurité, en fait, il y a de plus en plus de l'IA qui nous amène en fait des gains de productivité et de la performance de traitement, hein, notamment dans tout ce qui est l'analyse d'une cyberattaque. L'IA va être beaucoup plus performant qu'un analyste cybersécurité, quoi. Ça, en termes d'adoption aujourd'hui sur les territoires ultramarins, tu dirais qu'on est à quel stade? Est-ce que les entreprises sont déjà, tu vois, en marche pour adopter de manière assez massive ces technologies-là, ou est-ce qu'on est encore au tout début? Tu vois, c'est quoi un peu la tendance? Non, on est au tout début. On est au tout début, mais c'est valable aussi en hexagone, hein. C'est pas quelque chose qui est propre à l'outre-mer. La particularité de l'outre-mer, c'est que c'est beaucoup de PME. Ouais. Donc c'est des petites entreprises qui n'ont pas forcément toute la structuration de l'IT, de la donnée, qui n'ont pas forcément de responsable informatique. Et ce segment d'entreprise, au niveau national, on retrouve exactement la même particularité. Ouais. Donc c'est pas une histoire de outre-mer, pas outre-mer. C'est vraiment une histoire en fait de maturité et de moyens, hein. De moyens en fait à investir, parce que ça a un coût. Par contre, plus ça va aller, plus les coûts vont être réduits et plus le retour sur investissement va être important. Donc il va y avoir une adoption et une accélération qui fait que si on ferme les yeux, il y a certains métiers, certaines entreprises qui risquent d'être en difficulté demain. Mais à l'inverse, il ne faut pas partir dans l'extrême. Oui, il y aura toujours des métiers sur lesquels on aura... En fait, je pense que c'est de la réalité augmentée, en fait, que l'IA en fait, va renforcer et décupler en fait, ce qu'une seule personne était en capacité de faire seule, quoi.
Ah, bien sûr. J'étais ce week-end, je suis intervenu à un forum des métiers pour les collégiens. Je leur ai fait, tu vois, une initiation à l'IA, et notamment, tu vois, au prompting et ça. Et je leur ai demandé justement de créer euh, un métier, l'image d'un métier qu'ils voient dans 40 ans. Donc, pas forcément de demander à l'IA quelle sera la vision de ce métier, mais juste de dire, vous imaginez votre vision d'un métier et représentez-la par l'IA. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu vois, de prime abord, eux, leur réflexe, c'était de dire, imagine-moi l'architecte du futur. Et en fait, ce sur quoi moi j'ai voulu les amener, c'est en fait, cette IA-là, elle ne va pas imaginer les choses à ta place, mais c'est plutôt juste un outil qui va représenter ce que toi, tu as dans la tête. Et ce que tu dois réussir à faire, c'est l'utiliser comme un outil, mais pas forcément déléguer ta créativité. Et je trouve qu'il y a un gros enjeu autour de ça, parce que la facilité, tu vois, c'est de dire, OK, fais mes devoirs et ça. Et une fois qu'ils avaient compris ça, tu vois, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Tu vois, il y a une collégienne qui disait explique-moi le théorème de Pythagore sous forme de recette de cuisine, parce que je suis passionné de cuisine, et dis-moi à quoi ça va me servir concrètement. Et là, on passe en fait d'un truc où on a un concept très abstrait, tu vois, qui est le théorème de Pythagore, où on peut se dire à quoi ça sert, à quelque chose qui est, tu vois, un apprentissage un peu personnalisé. De dire, OK, j'ai un concept à apprendre et je vais l'utiliser dans mon contexte de manière très personnalisée. Et je trouve que, tu vois, ce switch-là de je parle avec une IA pour faire des choses, ou alors je la mets au service de mon intelligence, de ma créativité, c'est aussi un des enjeux que je vois dans les entreprises. Et c'est hyper intéressant, tu vois, aussi de vivre ça. Je trouve qu'on vit, tu vois, une époque qui est incroyable. Merci Julien en tout cas pour tout ça. Je voudrais qu'on quitte un peu la partie Exodata et finir sur aussi toi tes convictions personnelles. Je sais notamment que tu as investi dans différentes boîtes. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Je sais typiquement que tu es investisseur notamment chez Microstore, dans Microstore que tu as racheté il y a quelques années. C'est au-delà de l'aspect j'ai investi de l'argent, etc. Pourquoi toi, tu vois, avec ce recul-là et puis cette expérience que tu as, et puis les moyens aussi que tu as pu développer avec ces années, pourquoi tu décides aujourd'hui de dire OK, je vais aller investir dans un nouveau projet? Parce que tu pourrais très bien te dire là, il y a suffisamment à faire. Et tu vois, c'est quoi la vision que tu as sur l'écosystème un peu startup? T'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu te positionnes sur ces sujets? Est-ce que tu as cette volonté-là? Preneur un peu de ton feedback sur tout ça. Ça fait un peu écho au tout démarrage en fait, du podcast, quoi, et de se dire, dans tes questions, j'ai deux éléments. En fait, c'est le côté investisseur. Ouais. Moi, si je n'avais pas eu un investisseur, je n'aurais pas pu développer Exodata, quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a amené les moyens financiers. Ouais. Et le deuxième, qui fait plus écho à la partie startup, c'est le côté mentorat, quoi. Tu vois, le côté expérience, ouais. Retour d'expérience, quoi. Pourquoi je me suis engagé et investi dans d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Exodata? Déjà, c'est la passion de l'entrepreneuriat, quoi. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore développer des activités et c'est pas, mon driver, c'est pas l'argent, en fait. J'ai jamais été intéressé par l'argent en tant que tel, et je considère que c'est pas ma finalité. En bout de chaîne, oui, tu vas avoir de l'argent, mais en fait, c'est pas mon driver au quotidien de me dire je vais gagner beaucoup d'argent. C'était entreprendre. Et Microstore, là, et d'ailleurs, j'ai investi aussi dans des magasins de vélo. En fait, l'histoire, c'est la même, en fait. C'est que je rencontre une personne dans mon entourage qui a envie d'entreprendre, qui a la volonté, la compétence et l'expertise, mais qui n'a pas forcément les moyens, quoi. Les moyens et le recul sur l'entrepreneuriat, quoi. Et c'est des fois le 1 + 1 = 3, quoi. Là, Microstore, c'est l'ancien DSI de Orange Réunion qui était un client qui devait quitter Lille, qui avait envie d'entreprendre. Et moi, j'avais été sollicité en me disant qu'il y avait ces magasins Apple Microstore qui étaient à vendre. Moi, clairement, j'avais pas le temps. Mais par contre, j'avais un truc qui était nouveau par rapport à avant, c'est que j'avais les moyens personnels, en fait, de pouvoir investir. Et donc, avec cette personne, Yvan, je lui dis, tiens, j'ai ce projet, cette opportunité-là. Est-ce que ça t'intéresse? On s'associe. Moi, je suis sleeping partner. Toi, tu es opérationnel. Et c'est l'aventure humaine d'ailleurs d'aller créer un binôme et de se lancer en fait dans un domaine d'activité qui nous a amené à faire des choses qu'on n'avait pas prévues aussi initialement. Et dans le vélo, ça a été exactement la même chose, quoi. J'aime bien cet état d'esprit. Tu sais, moi, mon expression préférée en créole, c'est mon papa qui me dit ça souvent, c'est un mile avlot.
Tu vois, et je trouve qu'on on reboucle un peu là sur l'histoire de dire. On avait eu ça aussi avec. On avait reçu Cyril Reboul, qui a aussi, tu vois, ce profil investisseur, ça. Et on retrouve un peu ce côté de dire, bah, en fait, j'ai envie de rendre un peu tu vois, à l'écosystème, à l'univers, ce que moi j'ai eu. Et je trouve que c'est très sain et c'est aussi plaisant, tu vois, d'entendre que sur ces territoires-là, sur nos territoires, il y a aussi des gens qui sont capables de faire ça. Tu vois, il y a ces moyens-là. Parce que bah, c'est vrai qu'on peut, comme je le disais, avoir cette image de il n'y a pas d'opportunité, etc. Et là, on montre clairement que non, il y a des choses à faire, il y a des gens qui ouvrent les portes. Et en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc, c'est vraiment cool de l'entendre. Pour finir un peu cette session ensemble, là, Julien, j'ai trois dernières questions. C'est dans ton parcours, là, tu vois, de plus de 14 ans chez Exodata, c'est quoi l'erreur qui t'a coûté le plus cher? L'erreur qui m'a coûté le plus cher, je dirais, j'en ai deux. J'en ai deux. La première, je suis un fonceur. Et quand j'ai lancé Exodata, j'ai ouvert des nouveaux territoires. On réinvestissait tout ce qu'on gagnait. J'ai racheté des boîtes. Et en fait, j'avais une conviction. En fait. J'étais sûr et certain qu'on allait réussir. Sauf que je ne l'ai pas forcément bien communiqué autour de moi. Ok. Et il a fallu, en toute transparence, 7-8 ans avant qu'Exodata commence à gagner de l'argent, quoi. Et donc pendant 7-8 ans, tu as des gens qui t'accompagnent, tu as des gens qui ont financé, tu as les banques aussi hein, qui sont là. Et arriver à convaincre tout le monde en fait, d'aller dans la bonne direction. Et en fait, comme je suis un passionné et un fonceur, en fait, j'avais peut-être oublié en fait, de dire bah, ouais, mais en fait, on va pas rentabiliser tout de suite parce qu'en fait, on vise grand. Et pour viser grand, il faut accepter de perdre de l'argent parce qu'en fait, on a une énorme ambition, quoi. Donc, l'idée, c'est peut-être des fois d'être un peu trop fonceur en fait, et d'oublier en fait, d'embarquer tout le monde et de se donner en fait, c'est quoi la target finale. Et la deuxième, mais en fait, finalement, ça a assez lié. J'ai une croissance externe qui a été un peu douloureuse, en fait, douloureuse parce que j'étais convaincu, j'ai foncé. J'ai intégré la société, j'ai un peu oublié de le faire en mode collectif avec mes équipes parce que eux s'occupaient du quotidien. Et voilà, il y a eu une petite distorsion en fait entre les équipes et le greffon a eu du mal à prendre. Au final, ça s'est bien passé, mais je me souviens très bien de mes collaborateurs parce qu'on s'entend bien et au final, on a un peu aussi une bande de potes qui m'ont dit c'est ton projet, Julien. Donc démerde à vous. Tu dirais quoi, toi, au Julien de 2012, là aujourd'hui, qui est en train de signer les statuts d'Exodata? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mon gars, t'as pas idée de ce que tu vas vivre, quoi. Et dernière question, si tu devais tu vas remonter un business demain, mais avec 0 €, et par contre avec tout ce que tu as accumulé en expérience, en expertise, qu'est-ce que tu ferais? Alors, est-ce que tu aurais des domaines privilégiés ou est-ce que tu aurais, tu vois, une approche particulière pour les gens qui se lancent là et qui veulent, tu vois, capitaliser un peu sur ton expérience? Ouais. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, je visais petit. Au final, maintenant, je vise grand, mais parce qu'en fait, j'ai capitalisé sur l'expérience et le recul. Et donc, même si je pars avec 0 €, mais que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui, en fait, j'irai encore plus vite, en fait. J'irai encore plus vite et j'aurai de grosses ambitions, en fait, dès le départ, quoi. Ce qui permettrait peut-être aussi de lever des capitaux et des fonds plus rapidement, quoi. Okay. Aujourd'hui, on est dans une phase d'accélération chez Exodata et justement, maintenant, j'aborde ces sujets-là et je pense que j'aurais dû les aborder un peu plus tôt dans l'histoire d'Exodata parce qu'il y a des accélérateurs, en fait, mais parce que voilà, j'étais pas expérimenté sur les moyens et les leviers de financement. Et on parle bien dans les écosystèmes startup et autres, je me suis bien imprégné de la chose, alors que c'est rigolo parce qu'on n'est plus une startup, en fait. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais utiliser des outils de startup pour accélérer le développement encore plus vite d'Exodata, quoi. Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter qu'on n'a pas abordé là? Non, j'ai l'impression qu'on a fait un bon 360. Là. Ouais, c'était très, très plaisant parce que là, on a un peu balayé en fait toute l'histoire d'Exodata et c'était un peu ce que je disais en préambule, là, le fait de lever un peu la tête et d'apprécier tout ce que l'on a créé et puis de voir le potentiel et de se dire que voilà, on est qu'au début de l'histoire et qu'on a vraiment quelque chose de grand à construire en partant des Outre-mer. Et ça, je pense que c'est le driver et notre fierté, quoi.
Ok, bah écoute, ça sera le message de la fin. Merci encore, Julien, d'avoir accepté l'invitation. Merci encore à tous aussi de nous suivre. Comme je vous le disais en préambule, allez vous abonner. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On est très attentif à tous les commentaires, tous les feedbacks qu'on reçoit, parce que notre objectif, c'est vraiment de vous apporter de la valeur. Du coup, on vous laisse là. On vous dit au prochain épisode.